Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il assiste à ses propres funérailles, et découvre la vérité qui change sa vie. Alexandre Beaumont était un nom que l'on entendait dans toutes les salles de réunion, dans les journaux économiques, dans les cercles d'affaires parisiens. Pourtant, derrière cette renommée imposante, il y avait une vérité que peu osaient avouer. Personne ne l'aimait vraiment. Pas parce qu'il avait commis un crime ou une faute flagrante, mais parce qu'il imposait le respect avec la froideur d'un roc et la distance d'un roi solitaire sur son trône de verre. À 52 ans, Alexandre était l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de Paris, un véritable titan de l'immobilier. Il possédait des immeubles cossus dans le Marais, des hôtels 5 étoiles sur les Champs-Élysées, des bureaux aux fenêtres brillantes dans le quartier de la Défense et des appartements luxueux aux vues imprenables. Son empire s'étendait partout où la ville scintillait sous les lumières nocturnes. Mais cette réussite colossale n'avait pas été un hasard. Elle était le fruit d'un travail acharné, d'une détermination de fer et d'un calcul froid, méthodique. Alexandre dirigeait ses affaires avec une main de fer dissimulée dans un gant de velours. Il savait comment séduire les investisseurs, écraser la concurrence et imposer ses conditions. Il était un stratège, un requin des affaires, mais jamais un homme chaleureux. Sous le costume impeccable, la chemise blanche toujours parfaitement repassée, et la cravate soigneusement nouée, se cachait un homme rongé par la solitude. Ses yeux, d'un bleu glacial, reflétaient une vie dépourvue de douceur, une âme blessée par les choix qu'il avait faits. Il vivait dans un monde de chiffres et de contrats, un univers où l'émotion était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. À ses côtés, depuis 20 ans, se tenait Élise. Une femme d'une élégance rare, au port altier et à la beauté classique, mais avec un regard où brillait une tristesse indélébile. Leur mariage était depuis longtemps un contrat silencieux, fondé sur le confort matériel et l'image sociale, mais dépourvu de complicité et d'amour véritable. Alexandre avait toujours été distant. Son esprit était souvent ailleurs, enfermé dans les chiffres, les plans, les échéances. Lorsqu'il rentrait à la maison, il restait un homme à part, presque étranger. Il ne partageait que le luxe, les dîners aux chandelles dans des appartements somptueux, les voyages exclusifs, les voitures de prestige. Mais l'absence d'intimité et de véritable communication avait creusé un fossé insurmontable entre eux. Élise, longtemps patiente et résignée, avait fini par céder à cette solitude imposée. Son cœur avait cherché ailleurs la chaleur que son mari refusait de lui donner. Elle s'était tournée vers Louis, l'assistant d'Alexandre, un homme plus jeune, discret, d'une patience infinie. Louis était devenu son confident, son refuge, celui qui lui offrait une présence silencieuse mais précieuse dans cet univers froid. Ce matin-là, tout bascula. Alexandre se trouvait dans son bureau, au dernier étage d'un immeuble qu'il possédait lui-même, entouré des fenêtres qui offraient une vue imprenable sur la ville qui semblait s'étendre à ses pieds. Il présidait une réunion importante avec ses principaux cadres, discutant de projets d'expansion et de nouveaux investissements. Soudain, sans avertissement, il s'effondra. Le cœur, ce moteur invisible mais vital, avait cessé de battre. Le choc fut brutal et silencieux. Les visages autour de lui se figèrent dans l'horreur, les murmures se turent, remplacés par l'angoisse. Les secours furent appelés en urgence, les gestes de réanimation commencèrent immédiatement. Mais malgré leur rapidité et leur expertise, tout fut vain. À 10h17, dans ce bureau luxueux et froid, Alexandre Beaumont fut déclaré mort. Les préparatifs des funérailles s'étaient mis en marche comme un mécanisme bien huilé, une chorégraphie de gestes précis où chaque détail devait être impeccable. Élise, d'une élégance froide, parcourait les salons de la grande maison familiale avec une distance feinte, tout en portant dans son cœur un poids qu'elle cachait derrière son masque de douleur maîtrisée. Elle choisit avec soin la robe noire qu'elle porterait, une création sobre, signée par un couturier parisien, parfaitement adaptée à l'image qu'elle voulait renvoyer, digne, élégante, mais aussi inaccessible. Louis, toujours à ses côtés, jouait son rôle avec une discrétion et une attention presque affectueuse. Il organisait les derniers détails, réglant avec une précision méticuleuse les horaires, les invitations, les fleurs, la musique. Il connaissait les attentes d'Élise mieux qu'elle-même parfois, et sa présence semblait à la fois réconfortante et nécessaire, un pilier dans cette tempête silencieuse. Peu à peu, les invités commencèrent à affluer dans la vaste demeure, un mélange hétéroclite de visages connus et inconnus. Il y avait des collègues d'affaires, impeccablement vêtus,
échangeant des condoléances convenues, des clients importants venus témoigner leur respect, des partenaires d'affaires dont la présence relevait plus du calcul que de l'émotion. Et puis, parmi eux, des connaissances lointaines, des visages qu'Alexandre n'avait pas vraiment retenus, des ombres furtives qui venaient pour l'apparat, pour le protocole, pour se montrer. Le grand salon s'était transformé en une scène solennelle. Au centre, le cercueil reposait, ouvert. Alexandre y gisait, immobile, son visage figé dans une expression paisible, presque sereine. Ses traits, pourtant marqués par des années de dureté, semblaient maintenant adoucis, presque humains. Mais, en réalité, il n'était pas vraiment mort. Dans cet entre-deux, ce territoire étrange entre la vie et la mort, Alexandre ouvrit lentement les yeux. Il ne pouvait pas bouger, ni parler, mais il pouvait entendre. Il entendait tout. D'abord, ce furent les murmures feutrés des invités, des phrases prononcées avec une politesse de circonstance, des banalités sur la perte, des condoléances lisses, des formules toutes faites. Mais bientôt, les voix qui comptaient vraiment pour lui s'imposèrent avec une clarté douloureuse. Élise entra, accompagnée de Louis. Elle s'approcha du cercueil, et sa main trembla légèrement quand elle se posa sur le bois sombre. Sa voix était brisée, chargée de fatigue et d'une amertume longtemps refoulée. « Je n'en peux plus, Louis », murmura-t-elle. Vivre avec lui était un supplice. Toujours froid, toujours distant. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Louis hocha doucement la tête, le regard grave, presque compatissant. « Tu as été forte, Élise. Il ne méritait pas ton amour, pas vraiment. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poignard. Son cœur, encore figé dans ce silence surnaturel, se serra. Il revit, en une série de flashbacks vifs et douloureux, toute leur vie commune, les disputes sans fin, les silences lourds de non-dits, les occasions perdues d'être un mari, un homme, un compagnon. Il revit les dîners où il était absent, même présent physiquement, le regard perdu dans ses pensées d'affaires. Il revit les anniversaires oubliés, les promesses non tenues, les regards froids échangés au petit matin. Il revit cette distance qu'il avait installée comme un mur entre eux, croyant protéger son empire, sans réaliser qu'il isolait aussi ce qui comptait le plus. À cet instant, allongé dans ce cercueil, prisonnier de son propre corps, Alexandre comprenait l'étendue de ses erreurs. Il avait bâti un empire de pierre, mais détruit les fondations fragiles d'une vie partagée. Son obsession du travail, sa quête insatiable de pouvoir, son incapacité à exprimer ses sentiments, avaient laissé Élise seule, blessée, et tournée vers un autre. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la trahison, il sentait naître au fond de lui une lueur, un désir profond de réparation, d'espoir, un ultime souffle pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Dans cette immobilité forcée, enfermé dans son propre corps, Alexandre se retrouva face à lui-même, nu, sans défense, sans artifice. Le silence autour de lui, troublé seulement par les murmures lointains des vivants, devint le miroir de son existence passée. Il n'avait plus le contrôle, plus de pouvoir, plus d'image à entretenir. Il n'était plus l'homme d'affaires redouté, le magnate admiré, juste une âme suspendue entre deux mondes. Et c'est dans cette suspension qu'il revécut, comme un film brutalement projeté dans son esprit, l'enchaînement de ses erreurs, ses choix, ses priorités mal orientées. Il revit ses nuits passées à son bureau, lumières allumées jusqu'à l'aube, pendant qu'Élise dînait seule dans leur immense salle à manger. Il entendit à nouveau le ton tranchant avec lequel il lui répondait, chaque fois qu'elle osait lui demander un moment, une parole douce, un peu d'attention. Il se revit refuser les week-ends en famille, les vacances à deux, les promenades sans but, tous ces instants simples qu'il jugeait inutiles, inefficaces, improductifs. Il se vit fuir les émotions, éviter les regards, verrouiller son cœur derrière les murs épais de sa réussite. Et plus il se rappelait, plus il comprenait. Il comprenait qu'il avait blessé sans le vouloir. Qu'il avait construit une forteresse non pas pour protéger ce qu'il aimait, mais pour s'en isoler. Il comprit que sa réussite n'était qu'une armure brillante recouvrant un vide affectif. Il comprit qu'on ne bâtit pas une vie sur des chiffres, des contrats ou des trophées d'ego. Il comprit que la richesse qu'il avait si chèrement acquise n'avait pas su acheter les sourires d'Élise, ni remplir les silences de leurs soirées partagées. Il comprit que son incapacité à dire « je t'aime » avait été plus destructrice que toutes ses absences. Mais au milieu de ce torrent de regrets, une lueur naquit. Une clarté douloureuse mais salutaire. Il comprit, enfin, quelque chose d'essentiel. Ce qui donne un sens à la vie, ce n'est ni le pouvoir, ni la domination, ni la réussite spectaculaire. C'est l'amour.
La confiance. La présence. Être là, réellement là, pour les autres. Pour ceux qui comptent. Et ce fut au moment même où cette révélation atteignit son cœur que le destin se pencha sur lui. Le cercueil allait se refermer. Le couvercle glissait lentement, les visages endeuillés se détournaient, le silence devenait définitif. Mais alors, une secousse infime. Un battement. Alexandre sentit quelque chose au fond de sa poitrine. Une pulsation. Faible, irrégulière. Puis une autre. Et encore une. Son souffle, absent depuis si longtemps, revint dans un frisson douloureux. Ses paupières frémirent. Dans un effort presque surhumain, il ouvrit lentement les yeux, comme un nouveau-né qui découvre la lumière. Une infirmière, chargée de la vérification de dernière minute avant la fermeture du cercueil, poussa un cri d'effroi mêlé de stupeur. « Mon Dieu! Il est vivant! C'est un miracle !» Des cris éclatèrent, des mouvements de panique et de joie se mêlèrent dans la pièce. Le médecin accourut. Les appareils furent reconnectés à la hâte. Des mains s'activèrent. Mais Alexandre, lui, restait silencieux. Il regardait le plafond, puis tourna lentement la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Élise, figés, blêmes, le regard noyé d'incompréhension. Il n'avait pas les mots. Mais un sourire très léger se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui ne cherchait plus à impressionner, à dominer, à séduire. Un sourire humble, brisé, mais sincère. Le sourire d'un homme revenu à la vie. Et cette fois, il comptait vraiment vivre. Les jours suivants furent une véritable renaissance. Non pas un simple rétablissement physique, mais un bouleversement intérieur, profond et irréversible. Alexandre, ce titan de pierre que rien ne semblait pouvoir fissurer, avait été brisé par la mort, puis recollé par l'humilité. À sa sortie de l'hôpital, ses pas étaient encore lents, son corps affaibli, mais son regard avait changé. Pour la première fois depuis des années, il observait le monde non comme un terrain de conquête, mais comme un espace fragile, humain, précieux. Il leva les yeux vers le ciel, sentit le vent contre sa peau, salua les infirmiers avec un respect sincère. Tout semblait nouveau, comme s'il redécouvrait la vie dans ses détails les plus banals et les plus essentiels. Il retourna dans sa vaste demeure, mais cette fois, l'opulence l'oppressa. Chaque œuvre d'art, chaque meuble en acajou, chaque silence luxueux résonnait comme un rappel cruel de ses priorités passées. Alors, dans un élan de lucidité, il prit des décisions radicales. Il vendit plusieurs de ses propriétés, des résidences secondaires qu'il n'avait jamais visitées, des appartements loués à prix d'or, des voitures alignées comme des trophées d'un autre temps. L'argent ainsi récupéré ne fut pas investi ni épargné. Il fonda la Maison de l'Espoir, une fondation destinée à soutenir les familles en détresse, les mères isolées, les jeunes sans repère. Pour chaque euro dépensé, il voulait panser une blessure, réparer une injustice, tendre une main. Mais il savait que tout cela, aussi noble que cela puisse paraître, ne comblerait pas le vide qu'il avait laissé chez la seule personne qu'il avait vraiment aimée sans le dire, Élise. Alors il tenta. Avec maladresse au début, avec pudeur surtout. Il lui écrivit de longues lettres à la main, où il ne parlait pas de lui, mais d'elle. De ses souvenirs à elle. De la robe bleue qu'elle portait lors de leur premier voyage à Rome. Du parfum qu'elle mettait discrètement chaque matin. De la façon dont elle feignait de ne pas s'ennuyer quand il parlait affaires à table. Ilene Forcarrien. Pas de fleurs hors de prix, pas de promesses vides. Seulement des gestes simples. Une tasse de thé déposée sans un mot. Un livre qu'il savait qu'elle aimait, glissé sur sa table de chevet. Un piano accordé, celui qu'elle n'avait plus touché depuis des années. Mais surtout, il la laissa libre. Libre de douter, libre de refuser, libre de partir. Il ne voulait plus posséder, il voulait mériter. Et peu à peu, quelque chose changea. Élise, méfiante, blessée, lasse, sentit que l'homme devant elle n'était plus le même. Le masque était tombé. Il ne cherchait plus à la reconquérir, mais à se faire pardonner. Elle l'observait de loin, sans se presser. Elle lisait ses lettres en silence, parfois avec colère, parfois avec des larmes. Elle ne répondait pas toujours, mais elle gardait tout. La glace qui entourait son cœur, formée au fil de 20 ans d'indifférence et de solitude, commença à fondre. Non pas d'un seul coup, mais comme la neige au soleil, goutte après goutte. Puis, un soir d'automne, dans le jardin de la maison familiale, ils se retrouvèrent.
Les feuilles tombaient autour d'eux, tapissant le sol d'or et de rouille. La lumière du jour déclinait, douce et mélancolique. Alexandre était là, assis sur le vieux banc de pierre, regardant l'étang. Élise s'approcha. Elle resta un moment silencieuse, puis s'assit à côté de lui. Il ne bougea pas. Il respectait le silence autant que la parole. Et puis, elle le regarda. Pas comme on regarde un mari, ni comme on regarde un étranger, mais comme on regarde un être humain vulnérable. « Tu as changé, dit-elle enfin. Il hocha la tête. Je crois que j'ai enfin compris ce qui compte. Mais je comprends aussi que je suis arrivée bien tard. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixa le ciel, puis les arbres, puis ses mains à elle, posées sur ses genoux. Puis, d'une voix presque imperceptible, elle murmura. « Je veux essayer. Pas pour toi. Pas pour ce que nous étions. Mais pour ce que nous pourrions être. » Et ce soir-là, Alexandre sourit. Pas avec ses lèvres, ni avec l'orgueil de l'homme qui obtient ce qu'il veut. Il sourit avec son cœur. Ce cœur qui avait cessé de battre un matin, pour mieux apprendre à aimer.